Bienvenue, aujourd'hui on va parler d'un truc complètement invisible, mais absolument essentiel. C'est le code qui est à la base de tout le texte qu'on lit sur nos écrans. On va décrypter ensemble comment ce standard a littéralement façonné notre monde numérique. Alors, pour commencer, on va partir d'un problème. Un mystère numérique que, j'en suis sûr, tout le monde a déjà vu. C'est ce moment de frustration pure face à son écran. Voilà ça, ce genre de texte complètement illisible. Eh bien ça a un nom, le mojibake. C'est typiquement ce qui arrive quand le texte se transforme en charabia. En gros, c'est le signal que la communication, la traduction entre l'ordinateur et l'écran a complètement raté. En fait, ce charabia, c'est juste le symptôme d'une question bien plus profonde. Comment est-ce que les ordinateurs font pour se mettre d'accord sur la définition d'un caractère ? Pour que deux machines puissent se parler, il leur faut une langue commune, une sorte de code secret partagé. Et donc, pour régler ce problème, il fallait une règle du jeu, un standard. Et ça nous ramène dans les années 60, avec l'arrivée d'une solution qui était carrément révolutionnaire pour l'époque. Et voici le document original datant de 1963 qui a tout lancé, l'ASCII. Il faut bien comprendre que ce n'était pas juste un petit projet technique. Non, c'était une véritable ambition de créer un langage universel pour toutes les machines. Alors, l'ASCII, qu'est-ce que c'est ? L'idée est super simple mais géniale. On attribue un numéro unique, une suite de 0 et de 1, à chaque caractère. Par exemple, le A majuscule, c'est le numéro 65. L'espace, c'est le 32. Et ainsi de suite pour tout le reste. C'est simple, c'est efficace. Et surtout, c'est la même chose pour tout le monde. C'est un standard. Et tout ça tenait sur ce petit chiffre, 7. L'ensemble du standard original était basé sur seulement 7 bits d'information. C'est tout. Là, on peut se poser la question, mais pourquoi 7 bits ? Un octet, aujourd'hui, c'est 8 bits. C'est une super question et la réponse nous ramène directement aux contraintes techniques des années 60. Ce 8e bit, en fait, il n'a pas été oublié, pas du tout. Il servait à quelque chose de très précis. Comme le dit très bien cet utilisateur de Reddit, à l'époque, la transmission de données, c'était pas super fiable. Ce fameux 8e bit, c'était un bit de parité. En gros, une sorte de filet de sécurité pour vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur pendant la transmission. C'était absolument crucial à une époque où la moindre interférence pouvait tout corrompre. Donc, si on résume, avec 7 bits, on pouvait coder 128 caractères différents. Ça suffisait pour toutes les lettres de l'alphabet anglais, en majuscules et minuscules, les chiffres, les signes de ponctuation et même quelques commandes invisibles comme le saut de ligne. C'était une solution vraiment brillante, mais elle avait une énorme limite, elle était pensée uniquement pour l'anglais. Et voilà le problème. Le monde, évidemment, est bien plus vaste que le seul alphabet anglais. Et très vite, les limites de l'ASCII sont devenues un obstacle majeur. Parce qu'avec l'informatique qui commençait à s'exporter partout, il fallait bien trouver un moyen de coder des caractères comme le « et », le « u » allemand, le « ñ » espagnol, ou même des symboles comme l'euro, la livre sterling, le copyright. L'ASCII de base ne pouvait tout simplement pas le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Avec le temps, le matériel est devenu plus fiable et ce fameux 8e bit de sécurité n'était plus si utile. Il s'est donc libéré. Et là, ça a été le Far West. Tout le monde a utilisé ce bit supplémentaire pour rajouter 128 caractères. Le souci, c'est que chacun l'a fait dans son coin, créant des centaines de versions différentes, qu'on a appelées les pages de code. Et là, on voit parfaitement le chaos que ça a créé. Sur 2 ordinateurs différents, utilisant 2 pages de code différentes, le même numéro pouvait donner des résultats complètement différents. Par exemple, le code 201 pouvait être un symbole pour dessiner un cadre sur un vieil ordinateur et la lettre « est » sur un autre. L'incompatibilité était totale, c'était l'anarchie. Et on boucle la boucle, on revient à notre problème de mojibake du début. Ce charabia, finalement, c'est juste ça. Un ordinateur qui essaye de lire du texte avec le mauvais dictionnaire, la mauvaise page de code. Bon, il était temps de mettre de l'ordre dans tout ça. Il fallait une solution pour mettre fin à cette guerre des encodages. Et c'est là qu'une idée beaucoup plus ambitieuse a vu le jour, avec pour objectif d'unifier le monde numérique une bonne fois pour toutes. Cette solution, c'est Unicode. Et le concept, il est à la fois simple et incroyablement puissant. Arrêtons de nous limiter à 128 ou 256 caractères. L'objectif, c'est de donner un numéro unique, un point de code, à absolument tous les caractères de toutes les langues du monde, qu'elles soient actuelles ou anciennes. Ce petit tableau résume bien le changement d'échelle. C'est un véritable saut quantique. On passe de 128 caractères, juste assez pour l'anglais, à une capacité de plus d'1 million. Pour faire une analogie, c'est comme passer d'un dictionnaire de poche à une bibliothèque mondiale. Alors, attention, il faut bien distinguer 2 choses. Unicode, c'est le grand dictionnaire qui dit quel numéro correspond à quel caractère, c'est le quoi. Mais ensuite, il faut une manière de coder ces numéros dans un fichier,
c'est le comment. Et la méthode la plus populaire pour ça, et de loin, c'est l'UTF-8. C'est vraiment la norme qui a tout balayé sur son passage, surtout sur le web. Et ce graphique le montre très clairement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez cette montée en puissance de l'UTF-8 depuis le milieu des années 2000. C'est fulgurant. Il a tout simplement écrasé les autres encodages pour devenir le standard quasi universel d'Internet. Ok, donc si Unicode et UTF-8 ont gagné la guerre, on peut se demander, mais alors, que devient notre bon vieil ASCII des années 60 dans tout ça? Quelle est sa place aujourd'hui? Alors, est-ce que l'ASCII est mort et enterré? Eh bien, pas du tout. La réalité est bien plus intéressante que ça. L'ASCII n'a pas vraiment disparu. En fait, il a été intégré. Et c'est là qu'on voit tout le génie de la conception d'Unicode. Au lieu de tout jeter et de recommencer à zéro, les concepteurs ont fait quelque chose de brillant. Ils l'ont absorbé. Les 128 premiers numéros d'Unicode sont exactement les mêmes que ceux de l'ASCII. Un fichier en pur ASCII et aussi un fichier UTF-8 valide. L'ASCII, c'est devenu l'ADN, le socle de notre standard moderne. C'est un peu comme le fantôme bienveillant dans la machine. Finalement, toute cette histoire de l'ASCII, c'est un super rappel que notre monde numérique si complexe repose sur des fondations, sur des accords, des standards qui sont souvent invisibles, mais qui sont absolument fondamentaux. Et ça amène à se poser une dernière question. Quels sont les standards invisibles qui sont en train d'être créés aujourd'hui et qui façonneront le monde numérique de demain ?